Nous allons à présent accueillir Damiano Bardelli, qui a montré dans sa thèse que notre ville de Lausanne était au XVIIIe siècle une petite capitale littéraire. Quand on parle de lumière, on pense tout de suite à Paris, n'est-ce pas? Avec ses salons littéraires, sa cohorte d'hommes de lettres éclairés, Voltaire, Montesquieu, et bien sûr la célèbre encyclopédie de Diderot et d'Alembert, de nos jours considérée comme l'incarnation même des Lumières. Ou éventuellement on pourrait penser à Édimbourg, l'Athènes du Nord, comme on l'appelait au XVIIIe siècle, avec ses David Hume, ses Adam Smith, ses William Robertson, avec son université à l'avant-garde et ses sociétés savantes et éclairées. Et les monarchistes dans la salle, vous êtes si nombreux et si nombreux qu'il doit y en avoir quelques-uns, auront pensé peut-être à Berlin, Vienne, Saint-Pétersbourg, où régnaient à l'époque des monarques absolus acquis à la cause des Lumières. Et si je vous disais que quand on parle de lumière, on devrait penser aussi à Lausanne? Vous seriez peut-être étonné d'apprendre qu'au XVIIIe siècle, cette petite ville d'à peine 7000 habitants, 80 fois moins que Paris à l'époque, abritait une vie culturelle et intellectuelle foisonnante. Lausanne était le siège d'un institut d'enseignement supérieur de qualité, l'Académie qu'on a déjà mentionné, d'un riche marché éditorial et d'une copieuse production littéraire locale, et accueillait aussi plusieurs collaborateurs de l'encyclopédie d'Yverdon, pendant protestant de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Ce petit Paris des Bernois, pour reprendre la formule de notre ancien doyen François Rosset, était une destination prisée par les esprits éclairés du temps, de Voltaire à l'historien anglais Edward Gibbon, et attirait des voyageurs issus des quatre coins du continent. Située au cœur de l'Europe, au croisement des principaux axes routiers du continent, Lausanne était une étape courante dans les voyages de formation alors en vogue, en particulier parmi les princes allemands et les jeunes gentlemen britanniques. Encouragés par ce va-et-vient d'étrangers distingués, les élites locales cultivaient une vie associative cosmopolite et à la mode, joignant les plaisirs d'une sociabilité mondaine de première qualité, en phase avec les pratiques en vogue dans les capitales du continent, aux entreprises savantes de quelques sociétés éclairées. La plus cosmopolite et la plus intéressante de ces institutions savantes était de loin la Société littéraire de Lausanne, dont le siège se trouvait à l'hôpital de la Mercerie, dans les mêmes salles qui abritent aujourd'hui le gymnase de la Cité. Société littéraire qui a laissé une collection documentaire exceptionnelle pour l'époque, incluant les règlements de la société, les procès-verbaux des assemblées et les mémoires présentés par ses membres. Ceux-ci ont été préservés surtout dans ces 3 volumes de la collection des manuscrits de la Bibliothèque cantonale universitaire de Lausanne, mais aussi en moindre mesure dans des documents éparpillés dans d'autres institutions de la région, comme les archives cantonales, les archives de la ville de Lausanne et la Bibliothèque de Genève. Connus depuis le début du XIXe siècle par les mentions faites dans la littérature de l'époque, ces documents ont été longtemps considérés perdus avant d'être redécouverts à la fin des années 2000 par des collègues de la section d'histoire. Dans ma thèse, je me suis ainsi attaché à analyser les 300 pages manuscrites de procès-verbaux contenus dans le volume in-folio à gauche, les règlements et la 50aine de pages de procès-verbaux additionnels du petit volume en bas, et 51 essais lus dans la société, dont les 37 transcrits dans le volume à droite. Ce travail d'analyse a impliqué non seulement la transcription et bien sûr l'analyse de tous ces manuscrits, mais aussi et surtout le dépouillement de nombreux autres fonds d'archives pour identifier les membres de l'institution et reconstruire leur parcours individuel, pour avoir des termes de comparaison avec d'autres institutions similaires de l'époque, en Suisse, mais surtout ailleurs en Europe, en Écosse notamment, et surtout pour identifier les enjeux des débats qui ont animé la Société littéraire de Lausanne.
Contrairement à ce que le nom pourrait laisser entendre à un public contemporain, la société littéraire ne s'occupait pas principalement de belles lettres et de composition littéraire. Le terme, conformément au vocabulaire de l'époque, désignait plutôt les sociétés savantes qui abordaient un large éventail de sujets, sans une volonté explicite de spécialisation. Si le but déclaré de la société littéraire était la recherche du vrai, comme indiqué dans son règlement, ses membres voyaient leur activité plutôt comme une récréation utile, un moment d'agrément entre amis, autour de questions utiles pour l'amélioration de la condition humaine. Lors des assemblées hebdomadaires de la société, les membres discutaient ainsi de questions convenues à l'avance autour de sujets variés, bien plus variés que ceux que vous voyez évoqués dans cet extrait du règlement, mais témoignant d'un intérêt marqué pour ce qu'on appelait la science de l'homme, l'étude de l'être humain et de sa vie en société. Parmi les 79 questions répertoriées dans les sources disponibles, on peut citer, à titre d'exemple, « Pourquoi cultive-t-on toujours la raison aux dépenses du sentiment ?» Y a-t-il des opinions dont un homme sage a vu l'erreur et qu'ils ne doivent pas chercher à détruire parce qu'elles sont généralement regardées comme des propositions vraies? Si le droit de punir s'étend jusqu'à la peine de mort, et quelles sont les raisons qui doivent s'opposer au luxe dans ce pays, et le moyen d'en arrêter le progrès? Les belles lettres n'étaient pourtant pas totalement exclues, comme le montrent les questions « Pourquoi le Pays de Vaud produit-il si peu de poètes ?» S'ils avaient assisté à la séance de ce soir, peut-être ils ne se seraient pas posé la question. Et si les Suisses n'ont pas une poésie nationale, et en quoi elle doit différer de celle des peuples voisins? Toutes des questions qui, d'une manière ou d'une autre, résonnent encore de notre actualité. Fondé en 1772 par un trio remarquable, l'homme de lettres lausannois Georges Deverdun, ami intime de l'historien anglais Gibbon et premier traducteur français du Werther de Goethe, le pasteur lausannois Gabriel Mangard, un des principaux collaborateurs de cette encyclopédie d'Yverdon, et le précepteur français d'origine vaudoise Jean-Nicolas Pache, qui quelques années plus tard jouera un rôle de premier plan dans la Révolution française et sera élu maire de Paris. Donc, fondée en 1772, disais-je, la Société littéraire de Lausanne a été active à 2 reprises jusqu'en 1783, pour un total de presque 4 ans. 4 ans pendant lesquels ses membres se sont investis surtout dans des débats et discussions, mais pendant lesquels ils ont aussi poursuivi des projets d'utilité publique, dont la fondation de la première bibliothèque publique de Lausanne, qui a été par la suite absorbée par la bibliothèque de l'Académie, institution que nous connaissons de nos jours sous le nom de Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne. Si les autres sociétés savantes lausannoises de l'époque pouvaient compter sur le soutien de quelques étrangers plus ou moins illustres, la Société littéraire de Lausanne avait une composition cosmopolite remarquable. Plus que la moitié de ses membres étaient issus d'autres régions du continent, de l'Écosse à la Russie, en passant par l'Angleterre, les Provinces-Unies, la France, Genève, la Pologne, la Saxe, la Prusse, la Bavière et le Wurtemberg. L'autre moitié de ce foyer pan-européen était composée par des hommes issus des franges éclairées de l'élite lausannoise, nobles, magistrats et pasteurs, dont plusieurs avaient vécu à leur tour à l'étranger, notamment en Italie, en France, en Allemagne, en Hollande et en Angleterre. Dans ma thèse, j'ai ainsi analysé les débats de ce groupe cosmopolite autour de thèmes d'actualité dans l'Europe des Lumières, comme la sensibilité, les préjugés, le luxe, la dépopulation ou l'abolition de la peine de mort. En les mettant en perspective avec les travaux les plus influents de l'époque sur ces mêmes sujets, je suis arrivé à la conclusion que le cas de la Société littéraire de Lausanne nous encourage à remettre en discussion notre interprétation des Lumières. Ces dernières, loin d'être une doctrine cohérente qui rayonnerait ou se propagerait à partir de centres majeurs comme Paris ou Édimbourg, se construisent dans chaque région par le dialogue. Par le dialogue plus ou moins direct entre les savants, bien sûr, mais aussi et surtout, à un niveau plus conceptuel, par le dialogue entre le global et le local. Par le dialogue entre, d'un côté, des cadres conceptuels partagés à l'échelle continentale,
et d'autre côté, les expériences concrètes vécues par les savants dans leurs différents contextes locaux. Élargir la focale des études sur les Lumières à l'échelle du continent européen, en interrogeant ce processus dialectique qui s'opère entre la dimension continentale et la dimension locale, pourrait nous aider à mieux saisir les Lumières et leur héritage. Prochaine fois que vous entendriez parler des Lumières, n'oubliez donc pas de penser à Lausanne et à sa société littéraire. Merci.